comme en 1998, le clip a été tourné ici, au Fort Lalatte, à 2 pas du Cap Fréhel. L'un des joyaux d'une région dont Mano est devenu par la musique une sorte d'ambassadeur. C'est marrant parce que je suis pas né ici et j'ai l'impression d'être lié à cette région, quoi. Et elle m'importe tellement que si je peux aider, si je peux mettre une petite pierre à l'édifice, faire la promotion, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi, c'est trop joli pour ça, quoi. Une histoire d'amour qui dure et qu'un 10e album viendra bientôt encore un peu plus renforcer. Notre invité ce matin, Pierre-Alexandre Anglade, député La République En Marche des Français de l'étranger et membre de la Commission des Affaires européennes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Info. Un accord de 600 pages donc a été arraché à la dernière minute entre Londres et Bruxelles, alors qu'il y a quelques mois, chacune des deux parties semblait assez intraitable et campait sur ses positions. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses pour que tout se débloque finalement à Bruxelles ? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en coulisses, mais ce que je sais, c'est que maintenant, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, qu'on négocie ce Brexit et qu'on est passé par beaucoup d'étapes, et que on a pu trouver plusieurs fois un accord. Il y a eu un accord qui a été trouvé avec Theresa May. Cet accord a été rejeté par le Parlement britannique. Le Parlement britannique a voté un nombre inconsidérable de fois sur le Brexit, sur des résolutions, sur ce qu'il devait faire, ne pas faire, sans réellement nous dire ce qu'il voulait. Et donc on a retardé en permanence cet accord. Et puis on s'est rapproché de cette date du 31 octobre, dans quelques jours, qui avait été fixée par le Conseil européen, en particulier la France. Le président de la République voulait qu'on ait un délai qui soit le plus court possible pour qu'on puisse sortir de ce Brexit et enfin avancer sur des projets ambitieux pour l'avenir de l'Europe. Et donc, la date approchant, un accord a été trouvé, qui est technique, qui relève principalement sur des questions douanières, sur les questions de TVA, mais qui permet aujourd'hui d'avoir un bon accord qui, d'une part, protège les intérêts européens, l'intégrité du marché intérieur, l'absence de frontières dures entre les deux Irlandes, et puis surtout qui sauvegarde les droits des citoyens européens. On va revenir en détail dans cet accord. Vous avez évidemment mentionné plusieurs fois cette date du 31 octobre, cette deadline. Vous avez eu peur, les Européens, que Boris Johnson sorte effectivement avec un no deal, sans deal, le 31 octobre. Ça vous a mis la pression aussi ? Ça a mis la pression évidemment à tout le monde, mais moi ce que je veux dire, c'est que la France et l'Europe sont organisées en cas de no deal. Le Parlement français a adopté une série d'ordonnances qui organisent la sortie du Royaume-Uni et la séparation en cas de no deal. Et donc, il n'y aura pas de cataclysme si il n'y avait pas d'accord au Parlement britannique dans les heures qui viennent et que le 31 octobre, finalement, les Britanniques venaient à quitter l'Union européenne. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ceux qui auront le prix le plus élevé à payer, ce ne seront pas les Européens. Ce seront d'abord les Britanniques, parce que ce sont eux qui vont souffrir de se séparer d'une économie et d'un continent de 400 millions de citoyens, et ce sont eux qui vont devoir recréer leur tissu industriel, économique, tisser des relations avec d'autres ensembles du monde, et donc c'est une aventure assez périlleuse si on venait à avoir un no deal. Mais c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite qu'on puisse trouver un accord, que le Parlement britannique s'exprime favorablement sur cet accord aujourd'hui et que le 31 octobre, on se sépare en de bons termes. Alors, malgré tout, Boris Johnson s'est dit satisfait. Il était content de cet accord. C'était le cas aussi de Jean-Claude Juncker ou encore d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a, pour revenir dans cet accord plus précisément, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui nous permet aujourd'hui d'être si soulagés, entre guillemets ? Il y a énormément de choses. Vous l'avez dit, ça fait 600 pages. Mais nous, ce qui était extrêmement important, c'était qu'on puisse parvenir à sauvegarder l'intégrité du marché intérieur, c'est-à-dire que l'on puisse continuer à faire du commerce en Europe avec le Royaume-Uni notamment de façon satisfaisante, sans qu'il y ait de concurrence déloyale qui soit organisée entre l'Europe et les Britanniques, que nous arrivions à sauvegarder la paix en Irlande, qui était une condition extrêmement importante parce que l'Irlande était déchirée par des années de guerre civile extrêmement meurtrière et la possibilité de ne pas avoir d'accord, c'était le retour d'une frontière dure entre la République d'Irlande qui, elle, est en Europe et l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni. Et donc la capacité à sauvegarder cette union était extrêmement importante. Et puis ensuite, évidemment, pour les citoyens français et européens, la capacité de continuer, pour ceux qui sont établis au Royaume-Uni, de vivre, travailler, aller à l'école. Justement, puisque vous êtes député des Français de l'étranger, cet accord, il va changer quoi pour les Français qui vivent là-bas ? S'il est adopté, justement, il ne changera rien pour eux. Parce que leur vie continuera à être encadrée, réglée par l'accord qu'on aura trouvé, qui leur permettra de continuer à travailler au Royaume-Uni, d'y vivre, de s'y marier, d'aller à l'école, en somme de vivre assez classiquement. Et de la même façon pour les Britanniques ouais, qui sont installés en France, et ils sont extrêmement nombreux et sont extrêmement inquiets, et il faut les rassurer. S'ils venaient si cet accord est entériné, eh bien leurs droits seront aussi assurés en France. Et de la même façon, s'il n'y avait pas d'accord, on a passé au Parlement français
un certain nombre d'ordonnances sur beaucoup de sujets, dont les droits des citoyens britanniques en France, et donc ils pourront aller en préfecture et puis faire les démarches administratives nécessaires pour acquérir, s'ils le peuvent, la citoyenneté française. Donc aujourd'hui, on a quand même les garde-fous nécessaires qui permettent de faire en sorte que nos amis britanniques qui sont établis en France puissent perdurer dans le pays même en cas de non-accord, et de la même façon, s'il y avait un accord, eh bien ils seront évidemment protégés. Donc en fait, si on vous écoute, c'est un accord gagnant-gagnant, que les députés britanniques votent pour ou contre. Je ne sais pas si c'est un accord gagnant-gagnant, parce qu'en réalité, quand deux entités se séparent, moi je trouve ça au fond assez triste, cette histoire de Brexit, parce que là on en parle d'un point de vue un peu technique, mais c'est au fond un mauvais moment. C'est un échec pour l'Europe. Lorsqu'un pays important comme le Royaume-Uni, qui a mis du temps à adhérer, s'en va, moi je considère que c'est un échec, et donc on peut pas s'en satisfaire. Mais aujourd'hui, on a travaillé dur pendant 3 ans, sous l'égide de Michel Barnier, qui a fait un travail remarquable pour qu'on puisse arriver à un accord qui protège les droits des citoyens. C'était au cœur de la ligne de négociation du Parlement européen et des Européens, et c'était au cœur du travail qu'on a mené au Parlement français. Et donc moi je pense que, en tout état de cause, les citoyens britanniques seront protégés, et les citoyens français aussi. Vous citez le nom de Michel Barnier. Est-ce qu'il ferait un bon commissaire européen? Et Michel Barnier est un grand Européen qui a fait un travail extraordinaire à la Commission européenne ces dernières années dans la négociation sur le Brexit. Mais je crois qu'avant de parler d'un nouveau nom de commissaire français, il faut d'abord que les dysfonctionnements auxquels on a assisté ces dernières semaines au Parlement européen se règlent. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité claire au Parlement européen. Vous aviez 2 grands partis, de droite et de gauche, qui avaient l'habitude de régler toute la vie démocratique, et il y a une nouvelle force au centre qu'on a construite ces derniers mois. C'est nous, c'est Renew, c'est le président de la République qui l'a élaboré avec ses amis démocrates et libéraux. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle donne politique au Parlement européen. Il faut stabiliser cette majorité pour que ce à quoi on a assisté la semaine passée, c'est-à-dire une espèce de tir au pigeon des commissaires, un coup un commissaire de droite, un coup un commissaire du centre, un coup un commissaire de gauche, qui sont dézingués, si je puis m'exprimer ainsi, par les différents groupes politiques, eh bien on n'y assiste plus. Donc l'urgence politique, c'est de travailler à la consolidation de cette majorité. C'est ensuite de travailler à une conférence pour la refondation de l'Europe. C'est quelque chose que porte le président de la République pour que le spectacle auquel on a assisté ces derniers jours ne se reproduise plus. Et puis c'est enfin la mise en place d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique au niveau européen, sur le modèle de ce qu'on en a en France, pour que le soupçon ne l'emporte pas sur la politique. Dernière question très rapidement, toujours sur le Brexit. Même si cet accord est validé aujourd'hui par les députés britanniques, il restera l'essentiel encore à négocier, vraiment la nature des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Oui, vous avez raison. Ce sur quoi les Britanniques vont s'exprimer aujourd'hui, c'est en fin de compte les termes du divorce. Et donc il va falloir ensuite construire la relation future. Comment est-ce qu'on s'organise ensemble? Comment est-ce qu'on fait en sorte que nous puissions avoir des échanges économiques qui soient satisfaisants, aussi en matière de sécurité, parfois de défense? Comment est-ce qu'on négocie un accord de libre-échange et de commerce pour que les Britanniques puissent avoir accès au marché intérieur européen sans pour autant dégrader les conditions de compétitivité, et donc faire en sorte qu'ils ne créent pas un paradis fiscal aux portes de l'Europe, type Singapour, comme certains l'évoquent. Moi, je suis assez mesuré là-dessus, je ne pense pas que ça arrivera, mais il faut être méfiant, et donc c'est tout ce qui va devoir se faire dans les mois et les semaines à venir. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Anglade, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal, juste après la météo. C'est un week-end très perturbé qui nous attend, avec toujours cette même perturbation qui continue d'onduler sur le pays. Beaucoup de grisailles, quelques pluies faibles quasiment sur toutes les régions, et sur la partie est de la perturbation, les pluies seront beaucoup plus marquées, avec ce flux de sud qui se met en place et qui fait remonter de l'humidité, de l'instabilité depuis la Méditerranée, avec des pluies même orageuses attendues sur le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, sur le centre-est également, avec des précipitations qui pourront être assez soutenues, l'équivalent de 40 à 50 mm de pluie sous les orages les plus violents. Et puis on retrouvera quelques éclaircies le long des bords de Manche. Les températures ce matin restent plutôt douces, 10 degrés par exemple à Brest, 12 degrés à Paris, jusqu'à 18 degrés si vous êtes à Marseille. Et en cours d'après-midi, les températures sont stationnaires et de saison, 13 degrés à Cherbourg, 15 degrés à Lille et Strasbourg, 16 à Paris, et jusqu'à 25 degrés sous le soleil pour Ajaccio. Bon week-end à tous.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Info avec Muriel Rousselin qui m'accompagne ce matin. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Dans quelques instants, le journal à la une ce matin, alors que c'est le début des vacances, la pagaille à la SNCF. Oui, et la galère pour les voyageurs qui veulent notamment retrouver le sud. À noter qu'aucun train low cost Ouigo ne circule sur le territoire. On en parlera dans le journal, on parlera aussi du Brexit. Les députés britanniques qui doivent voter aujourd'hui oui ou non à ce fameux deal qui a été conclu avec Bruxelles. On en parlera avec notre invité dans un instant. Le journal, c'est parti. Il est 8h, bonjour à tous. Le journal, les titres avec Muriel. Circulation difficile au niveau de la SNCF. Plusieurs TER et TGV sont impactés. Comptez 9 TGV sur 10 sur la région Atlantique-Ouest. Aucun train low cost Ouigo sur le territoire. Ces difficultés font suite à une grève des conducteurs et contrôleurs qui réclament plus de moyens et de sécurité. Violents affrontements hier soir en Catalogne. Après une manifestation d'un demi-million de personnes, elle dénonçait la condamnation de dirigeants indépendantistes. Des militants indépendantistes radicaux se sont opposés aux forces de l'ordre. L'accord arraché par Boris Johnson sera-t-il voté par les députés britanniques? C'est là toute la question. Au Royaume-Uni, les députés doivent se prononcer sur l'accord obtenu par Boris Johnson à Bruxelles. Nous retrouverons notre correspondant à Londres, Arnaud Comte. Mais d'abord, on commence avec cette pagaille qui est en vue dans les transports alors que les vacances scolaires, les vacances de la Toussaint commencent aujourd'hui. Visiblement et malheureusement, le trafic sera aussi perturbé qu'hier. Alors comment s'annonce précisément cette journée pour la SNCF? On va retrouver Léa Capdanic et Gare Montparnasse à Paris. La situation sera sensiblement identique à celle d'hier selon la SNCF. Je vous le rappelle, près d'un TER sur 2 ne circulait pas. Aujourd'hui, les TGV devraient également être affectés avec 9 trains sur 10 au départ, dans le sud-est, également entre Rennes et Bordeaux. En ce qui concerne les trajets low cost, aucun Ouigo ne sera en circulation aujourd'hui. Pour l'instant, les négociations entre la SNCF et les syndicats ont échoué. Aucun accord malgré 5 heures de discussion hier. Les organisations syndicales demandent à ce que les contrôleurs soient de retour dans tous les trains. De son côté, la direction de la SNCF a fait des propositions, notamment l'accélération du processus de recrutement, et ce, dès 2019. Mais cela ne suffit pas pour les syndicats. Les discussions devraient donc se poursuivre la semaine prochaine. En tout cas, le trafic sera très perturbé aujourd'hui pour cette première journée de départ en vacances. Oui, et donc difficile pour les voyageurs de circuler aujourd'hui. Nous avons recueilli quelques réactions. On a 2 trains, le sien et le mien, qui sont annulés. Et on va prendre un autre train, c'est un TGV à 6h43 exactement. Et on va essayer de prendre un train, un billet à bord du train. Ce matin, je vais en Bretagne pour mes vacances. Et concernant la grève, en fait, ils m'ont dit que mon train, il allait pas passer pour l'aller. Et là, pour le moment, il est à l'heure, donc en espérant que il le supprime pas, parce que sinon, ça va être vraiment galère. Mais bon, normalement, jusqu'à Rennes, il n'y aurait pas de problème. Mais vu que je vais plus loin, c'est un TER. Je ne sais pas si je serai à l'heure. À Rouen, après l'incendie de l'usine Lubrizol, plusieurs produits agricoles étaient interdits à la vente. Eh bien, sachez que les dernières restrictions ont finalement été levées. Une annonce de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation. Mais ces produits comme le miel, les œufs ou encore les légumes et les fruits vont faire l'objet d'une surveillance accrue. Julie Baïza. Ils avaient dû détruire toute leur production. Les agriculteurs vont-ils enfin pouvoir tourner la page Lubrizol? Après le lait et les produits laitiers il y a quelques jours, ce sont désormais les œufs, les poissons d'élevage ou le miel qui peuvent de nouveau être commercialisés. Selon les autorités sanitaires, après analyse de plus de 500 denrées alimentaires, tous les produits seraient désormais conformes. Hier, le ministère de l'Agriculture a levé les dernières restrictions mises en place après l'incendie de l'usine Lubrizol. Elle concernait les nombreuses communes où des suies avaient été observées, en Seine-Maritime ou dans l'Oise. Malgré tout, un dispositif de surveillance reste en place. Certains échantillons présentent toujours des traces de polluants, notamment dans des aliments pour le bétail.
On passe maintenant à l'actualité à l'étranger avec des scènes de chaos en Catalogne hier soir après une manifestation monstre. 1,5 million de personnes s'est rassemblées pacifiquement hier après-midi. Elles dénonçaient la condamnation de dirigeants indépendantistes, mais dans la soirée, de violents affrontements ont éclaté entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre. David Lefort. La violence est encore montée d'un cran cette nuit, en plein cœur de Barcelone. Militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre se sont affrontés. Voitures en feu, tirs de balles en caoutchouc en riposte au jet de pierre. Les échauffourées ont connu un point d'orgue peu avant minuit. Le refus dès lundi des condamnations de 9 dirigeants indépendantistes avait dans l'après-midi rassemblé plus de 500 000 personnes place de Catalogne, en haut des célèbres Ramblas. Depuis le début de la semaine et l'annonce des peines de prison contre les leaders indépendantistes, la contestation ne cesse de se durcir, mais jamais elle n'avait atteint le niveau de cette nuit. Au total, selon les services d'urgence, près de 500 personnes ont été blessées depuis le début de la semaine. La droite espagnole réclame des mesures exceptionnelles pour rétablir l'ordre. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a répondu que l'État ne pouvait pas se laisser entraîner à une réaction excessive, tout en assurant qu'il n'y aurait aucune impunité face aux actes de vandalisme. On vous parle bien sûr du Brexit. Ce matin, le deal entre Londres et Bruxelles a été trouvé. Boris Johnson cherche désormais une majorité. Tout repose aujourd'hui sur le Parlement britannique. Les députés britanniques se réunissent exceptionnellement aujourd'hui. Ils doivent se prononcer sur l'accord qualifié de miracle obtenu à Bruxelles. Boris Johnson va-t-il réussir son pari? Élément de réponse avec notre correspondant à Londres, Arnaud Comte. Oui, ça s'annonce difficile pour Boris Johnson puisque les députés travaillistes, mais également les députés nord-irlandais, qui sont habituellement un allié précieux des conservateurs à Westminster, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas cet accord. Difficile, mais pas impossible. On sait évidemment que Boris Johnson n'arrivera pas à convaincre les députés europhiles. En revanche, il pourrait réussir à mettre dans sa poche, à la dernière minute, les députés plutôt favorables à un Brexit et qui voient en cet accord peut-être l'une des dernières chances que le Brexit ait lieu un jour. Le vote est prévu cet après-midi, peut-être dans la soirée, et il faudra également surveiller une manifestation qui aura lieu aujourd'hui dans les rues de Londres à l'appel des habitants et des Britanniques qui sont favorables à un maintien dans l'Europe et qui demandent un nouveau référendum sur la question du Brexit. On va aller un peu plus loin avec notre invité ce matin, Patrick O'Sullivan. Vous êtes professeur à l'école de management de Grenoble, spécialiste du Brexit. Vous êtes aussi d'origine irlandaise. On parlera d'ailleurs de la question irlandaise dans le détail. Mais d'abord, on l'a vu il y a quelques instants, la balle aujourd'hui est désormais dans le camp de Westminster, c'est-à-dire des députés britanniques. 3 fois déjà, ils ont refusé l'accord qui avait été négocié par Theresa May. Pourquoi ils l'accepteraient cette fois, aujourd'hui ? Mais c'est pas gagné qu'ils vont accepter, mais je pense que il y a plus de chances parce qu'il y a un certain sentiment en Angleterre. Il faut finir avec tout ça, il faut résoudre quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'accord qui a été l'accord miracle dont on parle, c'est effectivement très similaire à l'accord de Theresa May. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, donc la seule chose qui a changé, c'est sur la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et un autre petit truc qui est une déclaration assez vague sur la question si la Grande-Bretagne s'alignerait sur le marché commun pour plusieurs choses en termes de niveau. Donc en fait, ce que vous nous dites un peu, c'est qu'aujourd'hui, ça serait le vote de la raison, finalement. Oui. D'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Passer à autre chose. Oui, passer à autre chose, oui. Mais ce qui, comme j'ai dit, c'est bizarre quand même qu'ils vont voter probablement pour un accord qui est dans la plupart des détails est celui de Theresa May. Alors, quelle est la marge de manœuvre de Boris Johnson aujourd'hui? On a vu que plusieurs députés avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas l'accord. Ça va se passer vraiment voix par voix. Qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre? Alors, il est en train de chercher à travailler certains des députés travaillistes. Parce que on parle beaucoup des conflits dans le Parti conservateur, mais il y a aussi un certain conflit dans le Parti travailliste, dans le sens que on a 2 électorats qui sont très différents. On a les jeunes professionnels, etc., qui sont à Londres et qui ont tendance à voter travailliste. Et en même temps, dans le nord de l'Angleterre, dans les vieilles vies où il y avait les mines, etc., et les usines, il y a un électorat
bien plus anciens en termes d'âge et qu'ils ont voté pour sortir de l'Union européenne. Donc, les travaillistes ont conseillé ces deux camps-là. Alors, et maintenant, on est sur le point peut-être d'un Brexit et ces travaillistes sont prêts à voter pour Boris Johnson. Le défi, à mon avis, le plus important pour Johnson, c'est les 21 conservateur qu'il a éjecté du parti il y a un mois. Oui, de son propre... Kenneth Clark et compagnie, de son propre parti. Eux... Ils pourraient vouloir se venger, vous supposez ça? Peut-être oui, peut-être non. Beaucoup d'entre eux ne sont pas prononcés pour leur... Oui, donc il reste encore beaucoup de suspense. Silence jusque-là. Oui, il y a du suspense, oui. Il y a aussi le parti unioniste d'Irlande du Nord qui va dire non. Ils ont dit clairement qu'ils vont dire non. Quel est dans ce nouvel accord le nouveau statut de l'Irlande du Nord? Alors si j'ai bien compris, c'est à la fois être et ne pas être dans l'Union européenne. En gros, c'est très bien, oui, parce que effectivement, l'Irlande du Nord serait dans l'union douanière et dans le marché unique de facto, c'est-à-dire dans les faits. Mais de jure, c'est-à-dire du point de vue de droit international, ça restera comme une partie du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y aurait une frontière douanière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Alors, de ce que j'ai compris en lisant l'accord un peu plus en détail, ça veut dire que quand les biens et les services passent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, il y aura une frontière, il y aura des douanes peut-être à payer, il y aura certainement des ajustements en termes de TVA. Mais si ces biens restent en Irlande du Nord, il y aura un remboursement de ce qu'on a été payé. Okay? Donc ça veut dire que s'il y a vraiment une frontière, okay? C'est parce que si l'Irlande du Nord reste avec la Grande-Bretagne, évidemment, ceux qui passent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord ne seront pas imposables. Okay? Mais ça fonctionne comme ça. Okay. On paye d'abord et puis on rembourse. Ok. Si les députés disent non aujourd'hui, et c'est quand même probable, qu'est-ce qui peut se passer? Que pourrait faire Boris Johnson? Boris Johnson, il serait censé de demander une extension. Un report. Il est obligé d'ailleurs par la loi. Il est obligé parce qu'il y a le Ben Act. On parle de Ben Act. C'était un acte qui était passé au mois de septembre qui l'oblige, en cas de no deal, d'une sortie sans accord, qu'il doit demander une extension. Et il a très peu de marge de manœuvre sur ça. Oui, n'empêche qu'il avait quand même dit plutôt mourir dans un fossé, je le cite, que d'accepter. Donc il est un peu au pied du mur là. Oui, mais il est obligé de réussir là. Oui, il exagère un peu. Effectivement, il a très peu de marge de manœuvre. Déjà, il a dû reconvoquer le Parlement parce qu'on est en justice. Les magistrats avaient dit que la progression du Parlement qu'il avait cherché à faire était hors de la loi. Donc il pourrait se trouver de nouveau devant la justice. Oui. Autre possibilité, en tout cas on en entend parler aussi dans la presse britannique, est-ce qu'un nouveau référendum, ça vous paraît possible? Oui, disons avec Brexit, tout est possible, oui. Oui, c'est possible, je dirais, on est sur les 30% de probabilité, mais si on dit non à l'accord, ça devient plus ou moins 60-70%, parce que ce serait une voie de sortie. Mais ceux qui sont pour le Brexit, ils ont vraiment peur de cela, parce qu'ils craignent que la marge, parce que il y avait très peu de temps, c'était 52-48 la dernière fois. Et donc, il suffit qu'il y ait un revirement de situation, finalement. Et si on décide, en fin de compte, de rester, il y aura beaucoup on perd la face. Mais bon, c'est possible. Et ce sera une résolution.
Merci beaucoup, Patrick O'Sullivan, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info. On va poursuivre avec l'actualité à l'étranger, toujours. On vous parle ce matin de la situation au Liban, avec des manifestations qui se poursuivent pour dénoncer notamment la corruption. Des heurts ont éclaté hier soir à Beyrouth, juste après l'intervention du Premier ministre à la télévision libanaise. On en parle avec Yves Bélanger. Bonjour Yves, vous êtes en direct de la rédaction de France 24. Yves, le pays est paralysé et c'est bien une crise politique qui s'annonce. Oui, la chute du régime, c'est ce que demandent en chœur les manifestants. La tension n'est pas retombée dans le pays. Et le discours du Premier ministre hier n'a pas vraiment calmé les esprits. Saad Hariri a donné 3 jours à son gouvernement pour apporter des réponses. Il a parlé de la douleur des Libanais, mais on l'a vu, cette douleur s'est transformée au fil des jours en colère dans la rue. Face à la crise, les Libanais sont sortis pour bloquer les rues, dénoncer la corruption et rejeter la classe politique dans son ensemble. Ils expriment aussi un ras-le-bol, le ras-le-bol d'une vie quotidienne marquée par les pénuries d'électricité, le manque d'eau potable, le chômage. Un mouvement spontané qui dépasse les partis, les communautés. Il y a beaucoup de jeunes dans ces rassemblements, des hommes, des femmes de toute confession qui viennent aussi de tous les milieux face à ce vent de révolte. La marge de manœuvre des autorités est faible. Le pays est au bord du gouffre à cause de son endettement record. C'est justement la préparation du budget d'austérité avec de nouvelles taxes qui a mis le feu aux poudres. Difficile de demander des efforts supplémentaires dans un pays où les services publics ne marchent pas bien et où les jeunes ne trouvent pas de travail. Merci beaucoup Yves pour votre analyse. On poursuit toujours avec l'actualité à l'étranger, avec cette trêve en Syrie. Washington espère que Turcs et Kurdes prendront au sérieux leurs engagements. Déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour faire cesser le conflit dans le nord de la Syrie. À 4 jours de l'expiration de la trêve négociée à Ankara, une trêve qui semble avoir volé en éclats. Au moins 14 civils ont été tués hier dans le nord de la Syrie. On passe maintenant à l'actualité sportive et on commence avec du foot. Oui, et ce carton plein du PSG hier à Nice, les Parisiens l'ont emporté 4-1 avec un excellent Angel Di Maria. Vous voyez son premier but. Il est auteur des 2 premiers buts de la rencontre, un magnifique lob. Et les Niçois ont fini la rencontre à 9 après 2 cartons rouges. Difficile donc pour les Niçois, mais cocorico pour le PSG. On y reviendra bien sûr dans la chronique sport avec David Sandona dans une petite dizaine de minutes. On continue toujours avec le sport, le rugby. Vous savez qu'il y a les quarts de finale de la Coupe du Monde qui débutent aujourd'hui avec 2 gros matchs, Nouvelle-Zélande-Irlande et Angleterre-Australie. Et une rencontre très attendue, celle des pays de Galles. France, c'est demain. Un match capital qui a lieu donc au Japon. Et les Français sont plutôt impatients de se mesurer aux Gallois. Grégorina Boulet. Cela fait 2 semaines maintenant que le 15 de France est privé de matchs de rugby suite au passage du typhon Hagibis sur le Japon. 2 semaines que les Bleus traînent leur envie de jouer des terrains d'entraînement aux rues d'Oita, ville portuaire de l'ouest de l'archipel. Mais les joueurs sont prêts. Voilà le message répété à longueur de journée. Prêts à affronter le pays de Galles, 2e nation mondiale, et qui reste sur 7 victoires lors de ses 8 derniers matchs face aux Français. C'est une intuition. C'est quelque chose qui me fait dire que voilà, il se passe une énergie dans cette équipe, elle peut donner quelque chose de très très intéressant. Hier soir, les Bleus ont foulé le stade couvert qui accueillera ce quart de finale. Un temps incertain, Damien Penaud, l'ailier français, sera bien sur le terrain, tout comme Antoine Dupont, 2 jeunes Français, 2 joueurs clés prêts à batailler face à des Gallois sûrs de leur jeu, favoris de ce match dont le coup d'envoi sera donné demain à 9h15 heure française. On va partir dans l'espace maintenant avec David Lefort. Bonjour. David. On part dans l'espace avec que des femmes. Oui, hier j'y ai vu un message en fait. L'espace n'est plus uniquement un milieu dédié aux hommes. Vous voyez Jessica Meir et Christina Koch qui s'avancent dans le sas de l'ISS pour la première sortie 100% féminine. Ça fait 60 ans qu'on va dans l'espace. C'est la première fois que 2 femmes œuvraient ensemble en dehors de l'ISS. Alors certes,
elles ont déjà participé à des opérations de maintenance, mais toujours en duo avec des hommes. C'était souvent des duos d'ailleurs homme-homme. C'est une simple question comptable. Il y a 500 astronautes, il n'y a que 10% de femmes sur cet ensemble. Mais là, c'était effectivement une démarche symbolique, montrer que effectivement, elles jouent un rôle important. Elles tiennent tout à fait leur rang dans l'espace. C'est aussi inciter bien les filles à se lancer vers ces carrières, notamment des carrières scientifiques. Alors leur mission, elle a duré 6 heures. Le but était de changer des batteries des panneaux solaires. C'est une campagne qui a commencé déjà il y a plusieurs mois et auxquelles participent assez souvent des femmes. Alors je dis, elles ne sont pas nombreuses, mais elles tiennent vraiment leur rang, parce que souvenez-vous, quand Thomas Pesquet était à bord de l'ISS entre 2017 et 2018, c'est Peggy Winston qui était la commandante de bord, et c'est aujourd'hui, au sein de l'ensemble du groupe des astronautes de la NASA, une des plus capées. C'est aussi un message, vous savez que l'humanité a pour but, on dit plus l'homme, mais l'humanité a pour but de retourner sur la Lune en 2024 avec la mission Artemis de la NASA. Donc femmes, engagez-vous. Oui, et puis c'est surtout qu'on ne voit pas comment aujourd'hui un équipage d'Artemis qui retournerait sur la Lune ne pourrait pas au moins compter une femme. Et je dis au moins parce que si on suit l'exemple d'hier, pourquoi pas 2 après effectivement Armstrong et Aldrin, pourquoi pas 2 femmes en 2024 sur la Lune.